maintenant Ribé Hanif Oubrou, qui est doctorant en droit de l'environnement au Centre de recherche et de documentation européenne et internationale à l'Université de Bordeaux. C'est avec plaisir que je vous donne la parole. Merci aux organisateurs de me laisser la parole aujourd'hui sur la problématique de l'environnement. Et en respectant le temps de parole. Et en respectant le temps de parole. Alors, je vais peut-être passer, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la désinformation en matière environnementale et de deux types de désinformation en matière environnementale qui me paraissent les deux extrêmes, qui sont le climato-scepticisme et le greenwashing. Alors, les démocraties contemporaines sont confrontées à une multiplication des formes de désinformation environnementale et il y a deux extrêmes. Il y en a une qui est évidente, le climato-scepticisme. Ici, la plupart des personnes ne pensent pas que l'origine anthropique, en tout cas pensent que le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Et la deuxième qui est plus subtile, c'est le greenwashing, qui reconnaît l'urgence écologique tout en diffusant des informations fausses ou trompeuses, parfois volontairement. Donc ces deux phénomènes, bien que contraires, ils altèrent la confiance citoyenne, brouillent les débats scientifiques et fragilisent les institutions démocratiques. Donc le climato-scepticisme. Donc la négation du dérèglement climatique fragilise le socle factuel indispensable au débat public en matière environnementale. Et il y a pourtant un consensus scientifique. Il y a une étude qui montre que 97% des publications scientifiques établissent l'origine anthropique du réchauffement climatique. Malgré cela, il y a une polarisation profonde dans plusieurs pays occidentaux. Et le premier exemple, c'est l'exemple américain, puisque en 2017, le président des États-Unis a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, qualifiant de very expensive hoax. Donc encore un adjectif qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant et qui est évoqué par le président des États-Unis. En 2023, 61% des républicains jugent les causes du climat incertaines, contre 12% chez les démocrates. Donc on voit qu'il y a vraiment une grosse polarisation aux États-Unis. Donc c'est un climato-scepticisme qui est institutionnalisé à un niveau étatique et qui oriente la politique internationale et qui affaible le consensus scientifique. Si les États-Unis sont touchés, ça finit par arriver en Europe. Et on a un exemple parlant en 2007 déjà, dans une affaire d'IMOC contre le secrétaire d'État. Et c'était un procès dans lequel un parent d'élève avait attaqué en justice le secrétaire à l'environnement et le secrétaire à l'éducation nationale. Et ces deux derniers voulaient envoyer le reportage d'Al Gore aux écoles secondaires. La Cour finit par valider la diffusion, mais elle impose des notes pédagogiques pour nuancer certains points. Alors sur le reportage de plus de 2 heures, il y a 9 petites notes pour essayer de nuancer quelques petits points. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, derrière ce procès, c'est pas juste un parent d'élève qui voulait attaquer en justice le reportage, c'est un financement indirect par des intérêts industriels, donc miniers et pétroliers. Et donc ça participe à la fabrication du doute dont on parlait ce matin. On a également l'exemple français, puisque récemment, sur CNews, alors récemment, pas tellement récemment, mais l'Arcom a sanctionné CNews à hauteur de 20 000 € pour des propos climato-sceptiques tenus par Philippe Herrlin sur la chaîne CNews. Et cette sanction a été confirmée par le Conseil d'État le 6 novembre 2025. Et il est intéressant de voir la décision du Conseil d'État parce que le Conseil d'État, il analyse et il énonce que M. A est présenté comme économiste. Donc déjà, on a un peu une critique de la présentation de certains acteurs sur les plateaux télé qui se présentent comme tel titre, voilà, qui se présentent à un titre particulier alors qu'ils ne l'ont pas forcément. Et donc, la décision du Conseil d'État énonce que ce monsieur a contesté l'existence du réchauffement climatique et comme quoi cela est un complot de la part de l'État pour s'introduire dans les libertés des citoyens. Et la réponse du Conseil d'État est que ni le présentateur ni les autres invités de l'émission n'ont apporté de contradiction à ces propos grossièrement erronés et manifestement non conformes aux données acquises de la science, au surcroît accompagnés de propos de caractère complotiste. Donc là, le Conseil d'État, il a été assez clair et c'est assez rare et novateur pour le souligner. Il continue
par dire que, effectivement, les antennes, les médias ont signé une convention avec l'Arcom, et donc ils ont une exigence d'honnêteté de l'information, et ils doivent maîtriser leur antenne. Et donc, l'Arcom n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'expression protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, le climato-scepticisme, il opère dans les institutions politiques, l'éducation, les médias, avec un effet constant, c'est affaiblir la démocratie en s'attaquant au consensus scientifique. Les juridictions, elles essaient de jouer un rôle de garde-fou, faute de cadre législatif robuste. Donc, il y a un défi central pour les démocraties, c'est de protéger l'exactitude scientifique en matière environnementale sans sacrifier la liberté d'expression. Maintenant, on va passer à un deuxième extrême qui est beaucoup plus subtil à analyser, le greenwashing. C'est un extrême qui reconnaît le dérèglement climatique, mais qui en détourne la charge symbolique. Donc, le greenwashing crée un flou entre engagement sincère et communication opportuniste de la part des acteurs qui l'opèrent. Donc, il y a une saturation du discours vert. À force de voir des produits verts partout, des actions durables, il y a une perte de confiance des citoyens sur ce qu'il est véritablement. Et donc, l'effet global, c'est une confusion, un scepticisme et l'illusion d'une transition déjà accomplie. Puisque si tous les acteurs ont des activités durables, au final, il n'y a pas d'urgence à opérer à des actions. Donc l'objectif du greenwashing, c'est de promouvoir un produit, un service, une action ou bien une institution. Qui sont les acteurs qui opèrent à du greenwashing ? En réalité, ils sont privés, comme les entreprises, les associations, etc. Mais également les institutions publiques, les collectivités territoriales, l'État, les hommes politiques. Oui, voilà, j'ai fait une action durable, j'ai fait un projet qui a un impact durable, etc. Mais l'objectif, il n'est pas uniquement de vendre un produit, mais il est également d'assurer l'image en temps de crise. Il y a une étude qui a été menée par Barrage Hastings en 2012 et révisée en 2019, qui montre, qui s'attarde sur le cas de BP, donc l'entreprise pétrolière, qui avait opéré pendant plusieurs années à une campagne publicitaire qui s'appelle Beyond Petroleum, donc derrière le pétrole, pour montrer ses actions en fait en termes d'engagement éthique. Et il y a eu Deepwater Horizon, donc la plateforme qui a explosé en pleine mer et qui a déversé du pétrole. Et ces chercheurs, ils ont essayé de savoir, est-ce que l'engagement de BP qu'il a communiqué pendant des années a eu un impact sur ses profits. Et ils ont vu qu'en réalité, effectivement, BP, comme on le voit sur la courbe, BP a eu des profits supérieurs à ses concurrents, parce qu'il avait assuré pendant plusieurs années une communication et un engagement éthique. Il avait promu son engagement éthique, et donc ça avait joué un rôle d'assurance, en fait, un rôle d'assurance. Donc en temps normal, le fait de faire du greenwashing, entre guillemets, c'est coûteux, mais en cas de crise, au final, on récupère l'investissement qu'on a mis. Maintenant, le greenwashing, il date de quand et comment il s'est diffusé ? Donc c'est une pratique qui est ancienne. En fait, dès qu'un produit devient indésirable, tout à l'heure, un intervenant disait, oui, dans l'Ancien Testament, on retrouve peut-être du greenwashing, manger la pomme, voilà. Donc, en réalité, c'est véritablement depuis les années 60, avec les premières critiques des publicités vertes dans le secteur chimique, donc avec Rachel Carson, qu'on assiste véritablement à une critique des publicités. Le marketing écologique, il arrive véritablement dans les années 80, avec les produits états-uniens qui arrivent en France, donc les pesticides, etc. Mais le terme est popularisé, le terme de greenwashing, il est attribué à Westerveld dans des campagnes. Il critiquait une campagne de serviettes d'hôtel. Vous savez, dans les hôtels, on voit souvent ne lavez pas votre serviette, gardez-la, séchez-la, et puis voilà. Mais en réalité, l'objectif, c'est de faire du profit et pas tellement de protéger l'environnement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a utilisé le terme de greenwashing. Mais ça ne nous indique pas qu'est-ce que c'est que le greenwashing. Donc les grandes formes de greenwashing, en 91, donc Angoon, Carlson et Grove, ils définissent 3 catégories initiales. La première, c'est les allégations mensongères, donc des fausses promesses écologiques.
La deuxième, c'est des omissions d'informations. Donc on ne dit pas des choses qui vont contredire tout simplement les allégations ou notre image. Et la troisième, c'est des termes vagues, naturels, vert, éco, que vous pouvez voir partout dans les produits. En 2013, on voit que la définition, elle a un peu évolué. Donc, Pargel et Benoît Moreau, ils disent qu'il y a le greenwashing d'allégation, qui sont des arguments pseudo-écologiques, comme par exemple sur l'image que vous voyez, 100% écologique, une gamme de véhicules zéro émission pour tous. Voilà, donc là, il y a une allégation. Mais il y a également du greenwashing d'exécution. Donc avec des codes visuels et sonores qui est beaucoup plus subtil. Et là, vous le voyez, quand vous voyez cette voiture-là, avec ce beau fond derrière, vous vous dites « Ah, il n'y a pas de contradiction entre la voiture et l'environnement. Il est possible que les deux soient conciliables. » Et en 2023, on voit qu'en réalité, le greenwashing s'est complexifié avec des typologies qui sont affinées. On a le green shifting, le green lighting, le green crowding, le green hushing, le green rising, le green labeling. Et on a un rapport de l'université d'Harvard, commandé par Greenpeace, qui démontre en réalité une extension du greenwashing. Donc dans le sport, donc on voit que les entreprises utilisent le sport pour verdir leur image, pour se donner une meilleure image. Et il y a également le washing, c'est le fait d'inclure la diversité et l'inclusion dans ces publicités, comme vous le voyez dans l'image sur le PowerPoint. Donc il y a un brouillage massif, les citoyens perdent leurs repères, il y a une défiance, les vrais engagements deviennent indiscernables des faux, il y a une illusion d'action environnementale qui retarde la pression sociale et politique. Donc une atteinte à la qualité de l'information qui affaiblit le débat démocratique. Quelles sont les réponses? Donc il y a deux réponses, l'autorégulation par le secteur publicitaire ou bien alors la contrainte par le droit. Donc il y a une autorité de régulation professionnelle de la publicité qui date de 1935, qui a évolué en 1953 et qui a donné en 2008 la RPP, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité. Il y a trois instances. Une instance de réflexion sur les représentations publicitaires, parce qu'en réalité, la publicité, elle est représentative des représentations sociales des citoyens. Le Conseil paritaire de la publicité, qui formule des demandes avec des associations dans son instance. Le jury de déontologie publicitaire. Donc l'RPP, elle édicte des recommandations. Tout le monde peut saisir le jury de déontologie. Donc il suffit d'aller sur le site internet et de saisir le jury. Mais ce n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas tellement intéressant. Que dit le droit? Le droit, il y a plusieurs choses. Il y a les normes écrites avec des lignes directrices. Les États-Unis, ils ont des green guides, c'est des sortes de recommandations, de codes de conduite qui sont édictés par la FTC, donc la Federal Trade Commission, donc l'autorité de la concurrence entre guillemets de là-bas. Mais l'usage, il est limité. Il y a également au Royaume-Uni un code, mais les compétences sont floues. Et on ne sait pas véritablement comment le déployer. En France, la législation, elle est éparse. Il y a le droit de la consommation, comme dans l'ensemble des autres pays, comme aux États-Unis, mais il y a également d'autres textes récents qui sont apparus en France sur la mobilité, l'énergie, l'affichage environnemental. Au niveau de l'Union européenne, il y a une instabilité autour de la Green Claims Directive. Cet été, Ursula von der Leyen a dit comme quoi on allait revenir, qu'on n'allait pas l'adopter. Et finalement, elle est revenue en disant si on va continuer. Et pour l'instant, on n'en sait pas, on n'en sait rien de son avancement. Donc il y a une diversité des approches, une incertitude d'application. Et on a vu les textes écrits, la jurisprudence, et je termine, les jurisprudences, les États-Unis sont très en avance. Les États-Unis, ils ont des décisions qui sont argumentées, les associations, les consommateurs saisissent les juridictions, et il y a énormément de condamnations. Un exemple frappant, c'est l'exemple de Dieselgate avec Volkswagen. Aux États-Unis, la FTC a saisi les tribunaux, 9,5 milliards de dollars pour rembourser les acheteurs de voitures. En Europe, c'est bien en deçà, et donc on voit les limites du système juridique européen. En France, il y a deux décisions qui condamnent clairement des entreprises. Il y a Toyota, puisqu'ils avaient mis une voiture dans l'environnement, ce qui est interdit.
Et il y a une condamnation de Total par le tribunal judiciaire avec plusieurs critiques, mais il y a un appel qui est en cours. Conclusion. Donc il y a deux extrêmes. Il y a le climato-scepticisme et il y a le greenwashing. Il y en a un qui est évident et l'autre qui est beaucoup plus subtil. Et les deux sont un véritable danger pour la démocratie. L'incertitude sur la réalité du changement climatique s'exprime de manière claire dans ces deux extrêmes, mais entre les deux s'institue un véritable débat démocratique sur la réalité scientifique en matière environnementale, notamment dans les projets nationaux, développement de la filière nucléaire et des énergies renouvelables, mais également dans les projets locaux avec l'implantation de l'éolien, des autoroutes, etc. Donc c'est des évolutions qui apparaissent nécessaires. Il y a un cadre juridique de la désinformation environnementale qui est à l'heure actuelle fragmenté et peu exploré. Il gagnerait à l'être afin de donner la possibilité d'une démocratie environnementale apaisée et sereine. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair, très pédagogique.